Alors, l'augmentation mammaire par prothèse, c'est donc refaire le volume du sein, mais aussi sa forme, puisque la prothèse elle a une forme définie qui va nous permettre de corriger certaines déformations. C'est une intervention qui est assez récente, puisqu'elle date essentiellement d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une intervention qui est la plus pratiquée au monde en alternance avec la liposuction. Une année, c'est les prothèses, une année, c'est la liposuction. Et il y a eu des évolutions technologiques pour améliorer le rendu, pour partir vers quelque chose de plus naturel. Donc, on a deux types de patientes qui sont éligibles à cette intervention. La première, c'est les patientes qui ont une très petite poitrine et qui en sont complexées, c'est-à-dire inférieure à un bonnet A ou autre, ou une malformation du sein. Et l'autre catégorie de patientes qui est éligible à cette intervention, ce sont celles qui ont eu des enfants et qui, après grossesse et allaitement, ont des seins qui ont été abîmés, vidés ou qui peuvent tomber un petit peu. Alors, les types de prothèses mammaires, en fait, avant, on en avait deux principales, c'est-à-dire des prothèses rondes ou des prothèses anatomiques. Maintenant, les prothèses anatomiques sont plus disponibles sur le marché français et on a donc des prothèses rondes ou des prothèses ergonomiques. Ergonomiques, ce sont des prothèses rondes qui vont suivre les mouvements de la patiente pour un rendu plus naturel, c'est-à-dire que quand elle va s'allonger, la prothèse va s'étaler comme un sein naturel et quand elle va se mettre debout, la prothèse aura tendance à aller vers le bas et à remplir le segment inférieur du sein comme un sein naturel. Alors, l'intervention se déroule sous anesthésie générale. Moi, personnellement, je la pratique en ambulatoire, c'est-à-dire rentrer le matin, sortir le jour même à la maison. L'intervention va durer moins d'1 heure, à l'issue de laquelle la patiente va sortir avec un pansement simple, sans drain et avec un soutien-gorge de contention qu'elle gardera pendant 1 mois. Pendant l'intervention, on va aussi pratiquer une anesthésie locale de l'ensemble du sein et du muscle grand pectoral pour qu'il y ait le moins de douleur possible lors du réveil. Et ensuite, retour à la maison le jour même. Les risques principaux après une augmentation mammaire, il y en a 3. Le premier, ça peut être une infection, comme dans toute chirurgie. C'est très rare puisqu'on va faire en sorte, de par la voie d'abord, c'est-à-dire où est placée la cicatrice, mais aussi avec une antibiothérapie de prévention pendant l'intervention et des techniques où on va toucher au minimum la peau pour pouvoir mettre en place la prothèse. Donc ça, c'est assez rare, mais il faut toujours le garder à l'esprit. Ensuite, le deuxième, c'est un saignement post-opératoire. On n'est pas sur une ecchymose qui est un bleu, mais plutôt un hématome, c'est-à-dire une hémorragie interne. On va faire en sorte pendant l'intervention de faire arrêter les saignements, mais il peut y avoir des fois des saignements qui se manifestent après. Ça peut nécessiter une réintervention pour justement réguler cette hémorragie. Et la troisième qui est spécifique aux implants mammaires, c'est la contraction capsulaire. La contraction capsulaire, qu'on appelle dans le langage courant une coque, c'est en fait la prothèse va faire une capsule périprothétique autour pour que le corps l'exclue de lui-même, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un rejet. Un rejet, c'est du vivant contre le vivant. C'est que le corps va reconnaître la prothèse comme quelque chose de biocompatible, d'inerte, de stérile, donc il va l'exclure, il fait une capsule autour et il passe à autre chose. Dans certains cas, cette capsule, elle va continuer à faire du tissu cicatriciel, elle va se rigidifier et donc elle va se contracter et déformer le sein, voire même être responsable de douleur. Donc ça, c'est vraiment typique et propre aux prothèses mammaires et on peut avoir des contractions capsulaires précoces dans les mois suivant l'intervention et des contractions capsulaires tardives quand on tarde trop à changer ses implants. Alors, justement, ça c'est une question qui est très importante. La gestion de la douleur, on n'est plus comme il y a 20 ans où on laissait entre guillemets les gens avoir mal pour pouvoir savoir si on devait opérer ou pas. Là, on va prendre la douleur en charge, comme je le disais tout à l'heure, dès l'intervention. C'est-à-dire que l'anesthésiste va lui passer des antalgiques déjà pendant l'intervention. Nous, en tant que chirurgien, on va endormir le muscle pectoral et la glande pour qu'au réveil, il y ait le moins de douleur possible. Et la technique en elle-même, notamment par exemple la technique de dual plane qui est plus anatomique, va engendrer moins de douleur. Ensuite, il y aura un traitement à prendre en systématique. Il y aura aussi, pour ma part, je fais faire beaucoup de, pas de physiothérapie, mais des exercices notamment d'étirement du pectoral plutôt que de rester contracturé, ce qui est en fait responsable des douleurs. On peut rajouter des LED qui marchent bien aussi en externe sur la douleur. En moyenne, la douleur, elle est présente pendant 3 à 5 jours. Après, ça va dépendre aussi de la patiente, si elle est musclée, si elle est tonique, si elle est mince, et son vécu aussi et son passif par rapport à la douleur. Mais la priorité, c'est justement d'anticiper la douleur, de ne pas courir après. Une fois que l'intervention a été effectuée, il y aura un port de soutien-gorge post-opératoire à garder jour et nuit pendant 1 mois. Pendant ce premier mois, on peut reprendre une activité douce, c'est-à-dire la marche. Par exemple, la marche à pied, c'est dès le jour même, dès le lendemain, et au contraire, c'est bon pour le corps parce que ça lui permet de se rééquilibrer après le traumatisme qui est quand même une chirurgie. Ensuite, des exercices par exemple de gainage ou d'étirement, au bout de 15 jours, c'est tout à fait faisable. Ensuite, le
sport classique comme par exemple du tennis ou autre, ça va être au bout d'un mois. En revanche, dans ma pratique personnelle, moi je contre-indique formellement la course à pied, le cheval et autres qui vont entraîner un impact sur la poitrine au niveau du sillon sous-mammaire pour justement préserver la forme, et ça, je le contre-indique pendant 3 mois. La cicatrice, en fait, il y a 3 voies d'abord. La voie d'abord, c'est par où on va passer pour mettre en place la prothèse. Donc soit par voie axillaire au niveau de l'aisselle, soit périaréolaire dans la portion inférieure du mamelon, soit sous-mammaire. Il y a une autre voie qui est transaréolaire, mais ça, on l'utilise pas du tout. Et donc, en fait, moi, dans ma pratique personnelle, je privilégie la voie sous-mammaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur les études qu'on a faites, c'est la cicatrice qui reste le plus discrète en termes esthétiques. La plus voyante va être la cicatrice axillaire, puisque la peau axillaire est déjà une peau épaisse, qui est faite pour les frottements, et la patiente, ça va la gêner pour mettre par exemple des débardeurs et autres. La voie périaréolaire, je l'ai beaucoup utilisée, elle était intéressante, mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle était plus pourvoyeuse de contractions capsulaires, puisque quand on allait passer, même si on faisait une bonne désinfection avant, il y a des bactéries qui sont des bonnes bactéries, du microbiome, donc de la peau, mais aussi des bactéries qu'il y a dans les canaux galactophores qu'on va donner au bébé pour que son tube digestif soit mature plus vite. Et ces bactéries, si on les met à l'intérieur, elles ne font pas d'infection, mais elles sont responsables de contractions capsulaires. Donc je suis passé à la voie sous-mammaire, qui est la voie la plus classique, mais qu'on a modifiée. Maintenant, la voie sous-mammaire, elle fait 3 à 4 cm, et surtout, elle permet de redéfinir le sillon sous-mammaire, puisqu'on va refixer ce sillon sous-mammaire pour avoir un tombé, une forme naturelle du sein, et non pas une espèce de boule posée sur le thorax. Et cette voie, elle donne beaucoup moins de contractions capsulaires. Dans ma pratique personnelle, on est passé de 5% en voie périaréolaire à 0,25, 0,5%. Non, les cicatrices, en fait, on va utiliser donc une suture extrêmement fine qu'on appelle un surjet intradermique. Donc la cicatrice, ça fait un petit trait comme un trait de stylo. Mais il faut garder à l'esprit qu'une cicatrice, son rendu final, c'est 50% le chirurgien, c'est-à-dire la technique de suture qu'il va faire, et 50% la qualité intrinsèque de la patiente, de comment elle cicatrise. Et ça, on ne peut pas toujours le savoir. Donc pour aider cette cicatrisation de la patiente, je mets en place des pansements qui sont en fait des pansements utilisés pour des plaies plus complexes. On fait à base d'alginates, qui sont des dérivés d'algues, et qui vont échanger justement avec les bonnes bactéries de la peau pour optimiser le rendu cicatriciel. Donc ces pansements-là, ils sont mis en place pendant 15 jours, à changer tous les jours. Et ensuite, on va utiliser d'autres choses comme des huiles cosmétiques à base d'anti-inflammatoires naturels, des LED, des massages, qui vont permettre que la cicatrice soit quasi imperceptible. Comme je le disais tout à l'heure, le soutien-gorge va être obligatoire le premier mois parce qu'il a une visée de contention et une visée antalgique, parce que ça sert aussi à soulager les douleurs. Entre 1 et 3 mois, on n'aura plus de soutien-gorge post-opératoire à garder jour et nuit, mais on peut remettre des soutiens-gorge avec ou sans armature en fonction de comment on est confortable avec. On va porter que la journée, plus de soutien-gorge la nuit. Et ensuite, à 3 mois, une fois justement que le sillon a bien cicatrisé, qu'on a un arrondi satisfaisant du sein, on peut faire exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut mettre des soutiens-gorge si on a envie, ne pas mettre de tout de soutien-gorge toute la journée si on a envie, faire du saut en parachute, de la plongée, ce qu'on veut. Il n'y a pas de limitation. Les prothèses, elles ne sont pas là pour être un frein à l'activité de tous les jours. Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, la prothèse va être exclue du reste du corps par cette enveloppe périprothétique. Donc la glande, elle est autonome, elle n'est pas en communication avec la prothèse, et donc elle va pouvoir fonctionner normalement. Donc on peut tout à fait allaiter quand on a eu des prothèses mammaires. Dans certains cas, quand on passe par voie périaréolaire, il peut y avoir des lésions des canaux galactophores et ça peut gêner cette lactation. Mais quand on passe par voie sous-mammaire, il n'y a pas de frein à l'allaitement.